Souvent, on croit que les batailles médiévales se gagnaient à l'épée, mais bien souvent, tout se décidait avant le premier choc, à distance, avec une arme que l'on a longtemps sous-estimée, l'arbalète. Et derrière elle, des hommes dont le nom revient partout dans les sources, les arbalétriers génois. L'arbalète et les Génois. L'arbalète est souvent présentée comme une arme révolutionnaire du Moyen-Âge. Cette idée mérite d'être nuancée. En réalité, ce qui compte surtout, ce n'est pas qu'elle soit nouvelle, c'est ce qu'elle permet très concrètement sur un champ de bataille. Tout d'abord, son fonctionnement est simple. L'effort nécessaire au tir n'est pas fourni au moment où l'on vise, il est fait avant. L'énergie est stockée mécaniquement, puis relâchée d'un seul coup. Et ce détail change beaucoup de choses, parce que grâce à ça, un soldat bien entraîné peut projeter un carreau très puissant sans avoir besoin de la force ou de la technique d'un archer expérimenté. On n'a pas besoin d'années de pratique pour être dangereux, il faut de l'entraînement bien sûr, mais le seuil d'efficacité est plus bas. Dans un monde où les protections progressent, cette caractéristique devient essentielle. À partir du Moyen-Âge central, les armures évoluent. Elles deviennent plus efficaces, surtout chez les combattants les plus riches. Les codes de mailles se perfectionnent, puis peu à peu apparaissent des éléments de plate. Dans ce contexte, une arme capable de blesser gravement un homme protégé, ou dans certaines conditions de mettre hors de combat un cheval, devient précieuse. Il faut cependant rester prudent, l'arbalète ne traverse pas toutes les armures. Son efficacité dépend de beaucoup de choses. La distance d'abord, mais également l'angle de tir, la qualité du carreau et bien sûr la protection en face. Mais malgré ses limites, elle reste suffisamment dangereuse pour inquiéter, désorganiser et parfois freiner net une attaque. D'un point de vue technique, l'arbalète ne sort pas de nulle part. Les armes de jet mécaniques existent depuis l'Antiquité. On les connaît surtout dans le cadre des sièges, avec des machines capables de lancer des traits ou des projectiles lourds. En revanche, l'arbalète portative, utilisée comme arme individuelle sur les champs de bataille d'Occident, devient réellement visible dans les sources médiévales à partir du Haut Moyen-Âge. C'est surtout autour de l'an 1000 que les mentions deviennent plus régulières, dans les récits de sièges, dans les batailles ou bien encore dans la défense des villes. À partir de là, elle s'installe durablement dans la guerre médiévale. Cependant, très vite, son usage pose problème, pas seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan social et moral. Pour certains, l'arbalète remet en cause l'ordre établi. Un combattant relativement modeste, bien placé, peut neutraliser un adversaire plus riche, mieux protégé et surtout socialement plus élevé. Cette idée dérange, elle choque une partie des élites militaires et religieuses. Au XIIe siècle, on voit apparaître des tentatives pour limiter l'usage de l'arbalète contre les chrétiens. Mais ces prises de position restent surtout théoriques. Sur le terrain, elles changent peu de choses. Les armées continuent d'utiliser l'arbalète, tout simplement parce qu'elle fonctionne. C'est dans ce contexte que la ville de Gênes prend une importance particulière. Pour comprendre le rôle des arbalétriers génois, il faut d'abord comprendre ce qu'est Gênes au Moyen-Âge. C'est avant tout une puissance maritime. Son économie repose sur le commerce, sur la circulation des marchandises et surtout sur le contrôle de routes maritimes stratégiques en Méditerranée. Cette activité expose constamment ces navires à des dangers très concrets, en l'occurrence la piraterie, mais également les attaques de cités rivales, ainsi que les conflits autour du contrôle des ports. Dans ce cadre précis, l'arbalète s'impose naturellement. Sur un navire, l'espace est réduit, les distances sont courtes, il faut viser vite et juste et tenir l'ennemi à distance. L'arbalète est donc parfaitement adaptée à cette situation. Elle permet de défendre un pont, de repousser un abordage et surtout de frapper avant que le combat ne devienne corps à corps. Très tôt, les cités maritimes italiennes en comprennent l'intérêt. Elles investissent dans la formation de combattants capables d'utiliser cette arme efficacement. À partir du XIIe siècle, les croisades accélèrent encore ce phénomène. Gênes conclut des accords avec les États latins d'Orient. Elle fournit des navires et un soutien naval. En échange, elle obtient des avantages commerciaux. Ces accords rapportent beaucoup d'argent. Ils permettent à la cité de renforcer sa flotte, mais aussi de financer des forces armées plus régulières, mieux encadrées. Dans un monde médiéval où la plupart des armées sont levées pour une durée limitée, disposer d'hommes entraînés en permanence est un avantage majeur. Mais cet avantage a un coût. Entretenir une troupe permanente est cher, surtout en période de paix.
Ce problème n'est pas propre à Gênes. De nombreuses puissances médiévales y sont confrontées. Et peu à peu, une solution s'impose, une solution pragmatique, le mercenariat. Des soldats professionnels, recrutés et entraînés dans une cité, peuvent vendre leurs services ailleurs lorsque leur employeur principal n'en a pas besoin. C'est ainsi que des combattants génois, dont des arbalétriers, commencent à servir loin de leur ville d'origine. On les retrouve ainsi au service de princes, de rois, d'autres cités, parfois même très loin de l'Italie. Leur réputation se construit sur la durée, au fil des campagnes et surtout au fil des contrats. Mais il faut être précis, tous les mercenaires génois ne sont pas des arbalétriers. Et tous les arbalétriers, qualifiés de génois, ne dépendent pas directement du gouvernement de la ville. Les sources médiévales sont souvent floues sur ce point. Elles parlent d'arbalétriers génois sans toujours préciser leur statut exact. Parfois, il s'agit bien de troupes liées à la cité, d'autres fois, ce sont des groupes levés par des chefs ou des familles équipées et commandées à la manière génoise. Avec le temps, le terme devient une sorte de label militaire. Il renvoie à un type d'équipement, à une discipline et à un savoir-faire reconnu. Ce flou n'est pas un signe de désordre, il reflète simplement la réalité du monde médiéval. Un monde où les frontières entre les troupes publiques, privées et mercenaires sont souvent poreuses. Ce qui compte en revanche, c'est la constance. Si le nom des arbalétriers génois circule pendant des siècles, ce n'est pas un hasard, c'est parce que leur efficacité est suffisamment reconnue pour que l'on continue à faire appel à eux encore et encore. Équipement, protection et discipline. L'arbalète est une arme puissante, mais cette puissance a une contrepartie. En effet, elle est lente à recharger. Et c'est là un point fondamental. Contrairement à un arc, elle ne peut pas tirer en continu. Après chaque carreau, il faut du temps, il faut rebander l'arme et pendant ce temps, le tireur est exposé. La durée du rechargement dépend du modèle utilisé. Les arbalètes les plus légères peuvent être rechargées avec un simple étrier. On bloque l'arme avec le pied et on tire la corde avec les bras. Par contre, les modèles plus puissants demandent davantage, comme par exemple un crochet fixé à la ceinture, un levier, ou pour les plus lourdes, une manivelle. Dans tous les cas, le geste est plus lent que celui d'un archer. Et sur un champ de bataille médiéval, le temps compte. C'est pour cette raison que l'arbalète n'est presque jamais utilisée seule. Elle s'inscrit dans un système, un ensemble de protection, d'organisation et de coordination. L'un des éléments centraux de ce système est le pavois. Le pavois n'est pas un bouclier de combat classique, ce n'est pas un objet destiné au corps à corps. C'est en fait un grand bouclier épais conçu pour protéger un homme immobile pendant qu'il recharge. Le principe est simple, on tire, puis on se replie derrière le pavois, on recharge et on recommence. Dans certaines armées italiennes, des hommes sont spécialement chargés de porter et de déplacer ces pavois. Ils accompagnent les arbalétriers et leur offrent une protection mobile. Mais cette organisation coûte cher, elle nécessite du personnel supplémentaire et donc plus de soldes. Chez les Génois, les sources suggèrent une organisation plus souple. Dans certains cas, ces porteurs existent bel et bien. Dans d'autres, au contraire, le pavois est transporté avec le train de bagages. Il est déployé avant le combat ou bien porté par l'arbalétrier lui-même. Cette solution est moins mobile, cependant, elle est plus économique. Et dans une logique mercenaire, ce compromis est fréquent. Ce choix a des conséquences si les arbalétriers sont engagés trop vite, s'ils n'ont pas le temps d'installer leur pavois ou de récupérer leurs réserves de carreaux, leur vulnérabilité augmente fortement. L'efficacité de l'arbalète dépend donc autant de la préparation que du combat lui-même. Les armes utilisées évoluent avec le temps. Les premiers modèles sont relativement simples, souvent en bois, moins puissants, mais plus rapides à recharger. Puis, à mesure que les protections adverses se renforcent, la recherche de puissance devient prioritaire. Les arcs d'arbalète deviennent plus robustes, parfois composites, puis progressivement métalliques. Ces arbalètes peuvent transmettre un choc très important à l'impact, suffisant pour infliger des blessures graves dans de bonnes conditions. Mais là encore, il n'y a rien d'automatique. Plus de puissance signifie aussi un rechargement plus long. Les carreaux jouent un rôle essentiel. Ils sont plus courts et plus rigides que des flèches. Leur forme et leur masse sont pensées pour transmettre l'énergie efficacement. Certaines pointes sont conçues pour mieux pénétrer, d'autres pour concentrer l'impact. Contrairement à certaines idées reçues, les arbalétriers génois ne sont pas des combattants lourdement cuirassés.
Leur rôle n'est pas de tenir la ligne au corps à corps, mais ils ne sont pas non plus sans protection. Les règlements conservés évoquent des exigences minimales, un casque, une protection du torse et une arme secondaire, souvent une épée courte ou un couteau. Il faut rappeler une chose essentielle, l'uniformité est rare au Moyen-Âge, même dans des troupes professionnelles. L'équipement dépend des moyens, des contrats, des campagnes et parfois des circonstances immédiates. Certains arbalétriers sont bien protégés, d'autres beaucoup moins. Cette diversité apparaît clairement dans les sources et les représentations contemporaines. L'organisation est un autre élément clé. Les arbalétriers génois sont regroupés en unités relativement compactes, placés sous l'autorité d'un officier et souvent accompagnés de personnel de soutien. On trouve notamment des musiciens, des tambours ainsi que des trompettes. Dans le vacarme d'un combat médiéval, ces instruments ont un rôle très concret. Ils servent à transmettre des ordres, à rythmer les actions et surtout à coordonner les mouvements. Une arbalète isolée est dangereuse, mais une ligne d'arbalétriers disciplinés l'est bien davantage. Le tir devient collectif, les temps de rechargement sont anticipés et les replis sont coordonnés. Cette efficacité ne repose pas sur l'héroïsme individuel, elle repose sur l'entraînement, sur l'expérience et surtout sur la discipline acquise campagne après campagne. C'est cet ensemble armes, protection, organisation et coordination qui explique la réputation des arbalétriers génois. Combat, limite et héritage. Sur un champ de bataille médiéval, les arbalétriers ne sont pas là pour gagner seuls. Leur rôle est précis. Ils interviennent le plus souvent au début de l'affrontement. Ils ouvrent le combat, ils harcèlent l'ennemi, ils cherchent à désorganiser ses lignes. Et surtout, ils testent sa cohésion. Une unité qui tient sous le feu est solide. Une unité qui se disloque devient vulnérable. Cette phase initiale est déterminante. Dans de nombreuses batailles médiévales, elle conditionne la suite des événements. Si les tireurs prennent l'avantage, ils empêchent l'ennemi d'utiliser efficacement ses propres armes de tir. Ils affaiblissent certaines formations et ils préparent le terrain pour des actions plus décisives. Les arbalétriers génois apparaissent plus clairement dans les sources à partir de la fin du XIIe siècle. Lors de la Troisième Croisade, leur présence est attestée, notamment lors du siège d'Acre. Ils font alors partie de larges contingents de troupes de tirailleurs issus de plusieurs régions. Les chroniqueurs ne s'attardent pas toujours sur leur action précise, mais leur rôle s'inscrit dans un cadre bien documenté. Certaines sources, y compris musulmanes, évoquent l'efficacité des carreaux contre les hommes et les chevaux. Ces récits doivent être lus avec prudence. Les chiffres sont souvent exagérés, mais ils traduisent une réalité tactique. Dans certaines conditions, une ligne d'arbalétriers bien organisée peut rivaliser avec des archers adverses. C'est cette efficacité contextuelle qui forge leur réputation. Au siècle suivant, cette réputation leur ouvre de nombreux contrats. On les retrouve en Italie, en Espagne, dans le sud de la France, en Méditerranée orientale et jusque dans les régions de la mer Noire. Les sources mentionnent leur présence, mais rarement leur action en détail. Ce silence n'est pas inhabituel. Les chroniqueurs médiévaux s'intéressent davantage aux chefs et aux grandes batailles qu'aux unités spécialisées. Mais leur emploi répété est révélateur, car un mercenaire inefficace n'est pas réengagé. S'ils sont sollicités pendant des décennies, c'est qu'ils remplissent leur rôle. Lors de la guerre de 100 ans, les arbalétriers génois servent principalement au service de la France. Leur confrontation avec les archers anglais devient emblématique, notamment lors de la bataille de Crécy en 1346. Cet épisode est souvent présenté comme une démonstration définitive de la supériorité de l'arc long. La réalité est plus complexe, car ce jour-là, les arbalétriers sont engagés dans de mauvaises conditions. Ils arrivent fatigués, souvent sans leur pavois et avec des réserves de carreaux limitées. Le terrain est détrempé, le rechargement est plus difficile. Et face à eux, les archers anglais sont préparés, bien positionnés et surtout protégés. Les pertes sont lourdes, les arbalétriers se replient et la charge de la cavalerie française aggrave encore le désordre. Cet épisode ne démontre pas l'inefficacité de l'arbalète, il illustre surtout ses limites. Aucune arme n'est décisive en toutes circonstances, le contexte tactique reste déterminant. Malgré cette défaite, les arbalétriers génois continuent d'être employés, surtout dans les conflits italiens, sur terre comme en mer. Mais à partir de la fin du XIVe siècle, plusieurs facteurs fragilisent cette tradition. D'abord, les crises économiques, mais également les pertes commerciales, les épidémies et surtout la diffusion progressive des armes à poudre. L'arbalète ne disparaît pas brutalement, mais elle perd peu à peu son rôle central.
En 1453, lors du siège de Constantinople, des soldats génois participent à la défense de la ville. Leur engagement est réel, mais il ne suffit pas à empêcher la chute de la capitale. Avec le temps, l'arbalétrier génois disparaît comme figure militaire spécifique. Son héritage, en revanche, demeure. Il rappelle une chose essentielle, l'efficacité militaire ne repose jamais uniquement sur une arme, mais sur l'organisation, la discipline et l'adaptation au contexte. C'est cette réalité très concrète que raconte l'histoire des arbalétriers génois. Une histoire loin des mythes et proche de ce qu'était réellement la guerre médiévale. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.